Voilà. Alors, c'est parti. Alors, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Cincarini pour cette présentation de l'automatisation des processus comptables chez Synergix Fiduciaire. Donc, Jérôme est co-CEO de cette belle fiduciaire présente à Genève. Alors, juste en préambule, donc, comme vous le savez maintenant, hein, si vous suivez régulièrement nos webinaires publics, donc l'idée, c'est d'apporter un éclairage sur les métiers auxquels nous formons, à savoir la comptabilité et les RH par extension, pour vous informer sur les tendances, les actualités. Et puis, on aime à croire que ça apporte des compétences complémentaires et connexes à notre communauté. Par communauté, on entend donc les personnes qui se forment actuellement chez nous, les personnes qui se sont formées, donc nos alumni de Better Study, ou alors peut-être dans le futur des personnes qui rejoindront une de nos formations. Donc, rappel au niveau du déroulement, donc on a une présentation aujourd'hui de Jérôme, et puis il y a une partie questions-réponses. Alors on verra si c'est pertinent d'accepter certaines questions en cours de route. N'hésitez pas à les poser dans le chat le cas échéant, et puis soit on répondra sur le moment, soit on attendra la fin la fin de la présentation de Jérôme pour y répondre. Donc l'objectif du jour, c'est vous présenter des innovations qui ont été faites en interne, des innovations maison, qui démultiplie, alors il manque le ENT à démultiplie, pardon, la valeur délivrée aux clients de Synergix. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Jérôme et encore merci, un grand merci à toi Jérôme de ta participation, de nous offrir de ton temps aujourd'hui sur la présentation de ta fiduciaire. Ben, merci à toi, Christophe, pour l'invitation. Je pense qu'on se connaît depuis quelques années. Tu sais que c'est toujours un plaisir de partager sur ce sujet. Donc, effectivement, alors, je partageais mon écran. Donc, Synergix. Donc, effectivement, j'ai rejoint mon père il y a quelques années, en 2009 déjà, avec pas forcément le but de rester dans le domaine, mais avec une passion pour tout ce qui était informatique. Et j'ai rapidement eu l'occasion de m'occuper un petit peu de tout ce qui était système, processus comptable. Donc maintenant, ça fait un peu plus vingtaine d'années que la boîte existe. Donc moi, ça fait depuis 2009 et ça fait depuis 2009 que j'essaye d'automatiser un maximum de choses, de processus en interne. Alors, à savoir que Synergix, on a un business model très particulier par rapport à beaucoup d'autres fiduciaires et ça a eu un très gros impact sur la suite que je vais vous présenter. C'est que on a uniquement des mandats de sous-traitance complète. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de compta annuel, on ne fait pas du tout de compta sur lesquels on intervient sur le système des clients. Notre but, c'est vraiment qu'un client puisse se reposer 100% sur nous, nous donne toute son information et qu'on la processe pour eux de façon, alors, temps réel, hop, en temps réel et sur nos systèmes. J'ai aussi mis une petite aparté sur la partie comptabilité d'engagement et comptabilité cash. Ça, c'est aussi un gros point qui fait la différence entre nous et beaucoup d'autres fiduciaires, c'est qu'on fait uniquement de la comptabilité d'engagement, pas du tout du cash accounting, ce qui fait qu'on n'a pas forcément la même façon de traiter les éléments ou la documentation qu'on peut nous envoyer. Donc, j'ai essayé d'analyser un petit peu les différents domaines dans lesquels on avait automatisé certains processus, ou du moins on a essayé d'améliorer notre travail au quotidien. Donc, le premier, clairement, c'est la source de data. Donc, c'est tout ce qui est input compta, que ce soit les factures fournisseurs, la partie bancaire, le traitement, processing de la data, la documentation, donc tout ce qui est reporting, que ce soit pour les intermédiaires ou reporting de fin d'année, la partie dashboard. L'avantage aussi quand on fait une comptabilité en temps réel et comptabilité d'engagement, c'est qu'on a la possibilité de fournir de la valeur ajoutée au client avec des dashboards en temps réel sur toute sa finance et aussi suivi en interne. Donc pour moi, c'est vraiment les cinq axes sur lesquels on a essayé de travailler un maximum chez nous pour optimiser tous ces flux. Donc, au niveau des sources de données, ce que j'ai remarqué depuis les quelques années que je travaille, c'est qu'on 80 à 90% du volume, ça va être des factures clients, factures fournisseurs et des transactions bancaires. Donc ça, c'est vraiment le très gros du travail.
Donc aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est, par exemple, pour la partie client, c'est des saisies directes sur notre système ou des connexions via API sur des systèmes tiers. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent des systèmes front-end spécifiques à leur métier, qui envoient ensuite la facture à la fiduciaire, qui ressaisit. Donc nous, on a pris la décision de directement nous connecter à ces systèmes dans la mesure du possible pour récupérer cette data pour automatiser l'intégration des factures. Toute la partie facture fournisseur, donc aujourd'hui, on a mis en place des systèmes de reconnaissance et d'extraction, ce qui fait de plus en plus. Et pour de la partie transaction bancaire, récupération via EBIX, donc on récupère toutes les nuits les CAM 53 avec des algorithmes qui permettent de faire de la réconciliation. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu le résultat de ces processus. Autre partie, les traitements. Donc, une fois qu'on a reçu cette data, ben, il faut la traiter. Donc là, j'étais vraiment dans une optique d'économie de minutes, où le but, c'était vraiment, voilà, si je peux faire économiser à mes comptables 1 minute, 2 minutes sur des processus, ben, accumulé sur une année, ça fait beaucoup d'heures de travail économisé. Donc là, on parle de la partie comptabilisation, on parle de la partie des écritures d'ajustement ou simplement du lettrage GL. Donc effectivement, chez nous, on a un système de lettrage GL. Je prends toujours l'exemple des soldes au bilan, qu'à la fin, il faut justifier. Quand on a 10 000 francs dans le compte de bilan, ben, l'auditeur, en général, demande OK, à quoi correspondent ces écritures. Et souvent, on se retrouve avec un GL où il y a 300 écritures dedans, mais finalement, les 10 000 francs ne sont que constitué de 5 écritures. Donc, on a utilisé des systèmes de lettrage qui permettent voilà, de lettrer les débits et les crédits ensemble pour finalement laisser que ce qui est ouvert. Et donc, ça, c'est des exemples que je vous montrais tout à l'heure. Donc, pour faire ça, la comptabilisation, on a automatisé pas mal de la saisie. Donc, tout ce qui est transactions venant de la banque, certains ajustements sont faits automatiquement. Les écritures d'ajustement, là, on est plus sur de l'aide à la saisie, euh, ou plutôt que de devoir passer une JV à la main, rentrer débit crédit à une date, bah, le système, on a un bouton, on appuie, ça passe l'écriture automatiquement. Pareil pour le lettrage du grand livre. Aujourd'hui, j'ai développé, on a un petit bot en interne qu'on a appelé Synrai, qui s'occupe de plusieurs processus en interne, notamment l'extraction de data, mais aujourd'hui, il s'occupe aussi de passer à travers des comptes de tous nos clients et de voir quels sont les débits et les crédits qu'on peut potentiellement matcher dans les différents comptes. Donc ça, toujours dans le but de simplifier le lettrage pour avoir une comptabilité qui soit propre. Documentation métier, reporting. Aujourd'hui, j'essaie de fuir les fichiers Excel parce que les fichiers Excel, c'est un peu la base de n'importe quel reporting, mais c'est toujours ben, source traitement manuel. Donc, beaucoup de personnes passent du temps à traiter de la data sur Excel. C'est source d'erreurs, la petite formule, la petite virgule qu'on a oubliée, et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre des exemples comme les transitoires, actifs transitoires, passifs transitoires. En général, les actifs transitoires, on est censé constituer une liste avec solde en début d'année, ce qu'on a lissé au cours des mois avec un solde de fin d'année. C'est ce que demandent les auditeurs. Pareil pour tout ce qui est passif transitoire. Les amortissements, pareil. Alors maintenant, beaucoup de systèmes ont des gestions d'immobilisation qui permettent de sortir du reporting automatique, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font les amortissements directement sur Excel et les fameux soldes ouverts à une date T euh, que les auditeurs demandent et toute la partie de documentation de closing. Donc, soit pour juste documenter un closing proprement, soit parce que les auditeurs ont besoin de justificatifs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, ben, c'est des transitoires, des rapports qui sont générés automatiquement, les systèmes d'amortissement, pareil, générés automatiquement. Les soldes ouverts, comme j'expliquais tout à l'heure, identification des écritures qui constituent des soldes et documentation de closing. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout à l'heure dans la démo, un bouton, ça me génère toute ma liasse de documentation spécifique pour une clôture. Ensuite, il y a la partie dashboard. Donc là, de nouveau, le but, c'était vraiment de pouvoir donner aux clients la data en self-service parce que ils veulent avoir accès à cette data parce qu'il y a de la valeur ajoutée pour certains d'entre eux. Il y avait pour certains clients des besoins spécifiques. Ils voulaient de la donnée à jour et accessibilité en tout temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces gros systèmes de BI qui nous permettent de faire vraiment du dashboard sur mesure. C'est mis à jour 5 fois par jour. Donc, dès qu'on passe ces écritures compta, c'est automatiquement poussé dans la journée. Et comme c'est du online, ben, ils peuvent consulter ça le soir, le week-end, dès qu'ils ont un petit peu de temps. Et la dernière partie que je vais vous présenter, c'est la partie suivi interne. On essaie d'être le plus optimal possible
sur les processus. On a beaucoup de volume. Aujourd'hui, on gère environ 30 000 factures annuelles, 50 000 transactions bancaires. Il y a quand même du gros volume, plusieurs clients, environ 70 clients, et diverses activités. Donc aujourd'hui, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est optimisation des processus pour ce volume, avoir un suivi précis parce que on n'a pas du tout de gestionnaire de mandat. Voilà, on a des pôles de compétences, le pôle RH, le pôle compta senior, et tout le monde traite la data. Donc on avait besoin de savoir à quel endroit il y avait du travail à effectuer. Diverses activités, ben, suivi à timesheet. Donc aujourd'hui, je connais la productivité de chacune de mes personnes. Sur chaque dossier, je sais exactement quelles sont les activités qui ont consommé le plus de temps et ainsi de suite. Et j'ai aussi fait une partie de contrôle qualité, simplement pour pouvoir analyser, voilà, les saisies, savoir si ça a été fait correctement. Et puis là, je suis en train d'un petit peu explorer avec tout ce qui est IA, pour potentiellement améliorer cette partie-là. Donc ça, c'était un petit peu une intro pour la suite. Donc là, je vais faire place à la démo. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc là, pour la partie démo, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper le partage d'écran et partager juste la page, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Hop, voilà. Donc, la première partie que je vais vous montrer, alors évidemment, j'ai dû un petit peu tweaker les systèmes pour les démos. C'est la partie bancaire. Donc aujourd'hui, comme j'expliquais, tous les jours, notre système va se connecter à la banque automatiquement, sans intervention humaine, pour aller récupérer les CAM 53. Donc aujourd'hui, pour tous nos clients, on absorbe les CAM 53, on le processe, le système va essayer de reconnaître si il y a des écritures, des factures clients, des frais bancaires et ainsi de suite. Donc, une fois que ça passe à travers notre outil qui est Yod, donc là, c'est la plateforme qui va se connecter aux banques. La data depuis Yod est automatiquement exportée dans notre ERP qui est Business Central. Et aujourd'hui, j'ai récupéré tous les cams du mois de janvier pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on travaille en tant que comptable. Donc chez nous, on a fait la décision, on a décidé de splitter les feuilles en deux parties. Une partie qui va récupérer les écritures qui passent automatiquement sans intervention humaine, et dans une autre feuille, les écritures bancaires qui nécessitent une révision et une validation manuelle. Donc là, évidemment, j'ai bloqué les traitements, mais aujourd'hui, si j'ouvre ma feuille comptable, donc toutes ces écritures ici que vous avez à l'écran sont des écritures nécessitant aucun traitement manuel, et normalement j'ai des traitements qui tous les jours valident tout ça en chaîne. Donc aujourd'hui, on peut voir que j'ai récupéré tout le mois de janvier. Donc, on a, je pense, une petite cinquantaine, 80 écritures qui passent vraiment tout droit. Alors, il y a effectivement des encaissements, on a des paiements. Après, ce qui est plus intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai du funding de compte à compte. Le système m'a automatiquement reconnu les comptes de clearing bancaire. Il y a des endroits où j'ai des frais bancaires. Ici, le système m'a automatiquement reconnu que c'était des frais bancaires. Toutes les factures, il a retrouvé la facture associée. Et voilà, donc là, théoriquement, tout ça, ça passe automatiquement. Ensuite, la partie en non automatique, c'est pas parce que c'est pas automatisé qu'il n'a pas forcément retrouvé des éléments. C'est juste qu'en fait, on a mis des critères de probabilité pour s'assurer qu'il passe pas n'importe quoi non plus. Donc, s'il n'est pas certain, j'ai préféré qu'il le mette dans une feuille en attente et qu'on puisse le valider manuellement. Donc là, par exemple, on voit qu'il a reconnu que c'était des frais bancaires. Donc là, si je regarde le compte 69 400, c'est bien les frais bancaires. Donc ça, c'est les frais de compte. Pareil pour tout ce qui est ici, balance de service. Là, on voit qu'il n'a pas reconnu une facture client. Donc là, ce sera à moi d'aller récupérer cette écriture. Mais pour tout le reste, il a tout mis correctement. Il a retrouvé le client. Là, pareil, on a un funding Revolut. Il a retrouvé les clearing bancaires et ainsi de suite. Donc là, c'est sur cette partie-là où nous, on intervient encore manuellement pour simplement compléter cette partie. Mais là, on voit quand même qu'il y a une grosse partie qui passe tout droit. Donc ça, c'était la première partie euh, pour le flux entrant. Maintenant, la deuxième partie, c'est les factures fournisseurs. Aujourd'hui, on met à disposition de nos clients cette plateforme qu'on a développée.
simplement pour streamliner le processus. Donc aujourd'hui, tous les clients avec qui on travaille ont la possibilité directement depuis cette plateforme de venir déposer des factures. Donc là, pour la démo, j'ai préparé simplement deux factures que je vais venir uploader pour vous montrer le processus. Donc là, les clients déposent leurs factures. On a un processus d'approbation. Donc là, je vais les envoyer. Elles sont en attente d'envoi parce que j'ai de l'approbation et surtout parce que j'ai de l'analytique. Donc là, le client peut déterminer des approbateurs. Donc s'il y a plus d'approbateurs, il peut sélectionner dans une liste. Et là, cette facture, il a la possibilité de dire, OK, je veux la splitter 50-50, par exemple, 50% sur Genève et puis Haïti, et puis un autre 50% sur Vaud et Haïti. Hop. Et il l'envoie. Et ensuite, il prend la suivante. Et puis là, on va dire qu'on va faire 100% sur Genève et Haïti. Donc là, à partir du moment où c'est envoyé, que ça a été approuvé, ça passe à travers nos systèmes. Donc là, on a un système qui va venir reconnaître toute cette data. Ici, sur la partie envoyée, le client a la possibilité de voir le suivi de toutes ces factures qu'il a envoyées. D'accord? Et hier, je me suis amusé. Donc, ça passe à travers le canal et ça arrive directement dans le RP. Donc, hier, je me suis amusé à dropper une vingtaine de factures pour préparer la démo. Alors, je vais juste vérifier si elles sont toujours là. Mes collègues ne les ont pas touchées. On est bon. Donc ici, je suis sur une base démo que j'ai créée. Donc là, sur la partie fournisseur, on voit que j'ai actuellement 5-6 fournisseurs. Ça va être à Dextra. Au niveau des factures d'achat, j'ai pas grand-chose. Et en fait, là, le système, je vais simplement importer les factures qui sont en attente. Donc de nouveau, normalement, là, j'ai dû bloquer le processus pour la démo. Sinon, ça passe tout droit. Donc là, je suis en train d'importer toutes ces factures. Hop, quelques petites alertes. Et là, on est bientôt bon. Voilà. Donc là, si je retourne sur mes fournisseurs, première chose qu'on voit, c'est que ma liste de fournisseurs a été complétée en état d'extra. Et là, le système a automatiquement créé la totalité des nouveaux fournisseurs. Et j'ai absolument rien fait. Donc là, on peut en prendre un. Ça a complété le nom, l'adresse, le numéro intracommunautaire, les groupes compta. Si on va sur les coordonnées bancaires, on retrouve le système à bien créé, les coordonnées bancaires et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi, ben, ça m'a créé les factures. Donc là, j'avais pas de facture. Maintenant, ça m'a créé toutes les factures. Donc là, je vais prendre la première. Donc d'extra, on voit que c'est une facture annuelle. Donc là, ce sont nos factures, hein. Donc facture annuelle pour l'assurance juridique. On voit qu'il y a une période datée du 17 novembre enfin pour la période 2025. Donc chez nous, on a une règle, c'est qu'on essaie vraiment de respecter la périodicité des factures. C'est-à-dire qu'une facture en transitoire, si elle est sur un trimestre, un semestre, une année, on va toujours la lisser via les transitoires. Donc là, on peut voir que le système a automatiquement détecté que c'était une prime annuelle qui va du 1er janvier au 1er janvier au 31 décembre 2025. Il a bien sélectionné la date de comptabilité au 17 novembre avec la date d'échéance liée à la facture. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il l'a directement passé dans les transitoires. Il a directement choisi le compte de contrepartie. Il a indiqué le montant TTC. Il a bien mis les codes de TVA. Et maintenant, si je valide cette facture, alors j'ai mis des petits chèques et ainsi de suite, le système va automatiquement me proposer. Donc, il a aussi reconnu que la date de début d'extourne de transitoire date du 25, enfin du 1er janvier 2025, et que ça a extourné sur 12 mois. Et là, je valide ça. Et là, le système m'a passé la facture et les transitoires. Là, j'ai plus rien à faire. Mes actifs transitoires sont faits, mes écritures sont lissées sur toute l'année. Je peux prendre un autre exemple. Par exemple, PeoplePhone. Je
prends toujours cet exemple quand j'en parle parce qu'ici, on reçoit une facture qui date du 31 janvier, mais qui concerne bien une période décembre 2024. Donc, la plupart des systèmes, ce qu'ils vont faire, c'est bêtement prendre la date de la facture, la due date, et puis ça va vous la booker à cette période. Mais comme je dis, c'est que moi, j'essaie de respecter la périodicité. Donc, ici, je vois que mon système a reconnu que c'est des services téléphoniques. Donc, toutes les descriptions sont aussi automatiquement générées. Là, j'ai strictement rien fait, j'ai rien modifié. Ça sort de mon système. On voit qu'il a bien sélectionné la date compta au 31/12/2024. Il a bien vu une date de document au 1er janvier 2025 avec une date d'échéance au 23/01. Et il a bien sélectionné le compte de téléphone. Donc là, le 6500, c'est le compte téléphone avec la bonne TVA. Et là, en gros, pareil, j'ai plus qu'à valider. On prend un autre, par exemple là, c'était quoi, par exemple, ben, la Foxit. Là, pareil, c'est des licences, hein. Licence informatique, idem, licence éditeur. Il a repéré que c'est du transitoire, il a repéré la devise. Donc là, il part du 8, donc août 24 à août 25. D'accord? Donc là, pareil, si je le valide, théoriquement, le système, alors là, on voit qu'il a mis 13 mois parce qu'il a pris de août à août. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste mettre 12 et c'est validé. On peut encore en vérifier d'autres. Là, pareil, maintenant, Skillja, 1er janvier, il a retrouvé transitoire et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, on a toute la partie transitoire qui fonctionne. Le système repère aussi pour certaines factures s'il y a des provisions. Je prends l'exemple de l'audit. Le système va aller vérifier dans le compte de provision s'il existe une provision liée à la facture et l'extourner automatiquement. Je suis en train de préparer tout ce qui est immobilisation. Donc le système peut aussi potentiellement reconnaître si dans une facture il y a une IMO, créer l'IMO basé sur des règles, déterminer le nombre d'années d'amortissement de l'immobilisation. Donc ça, c'est toute la partie euh, enfin plutôt input. Maintenant, je vais passer sur la partie processing. Donc là, je vais rentrer dans le plan comptable. Je parlais tout à l'heure d'aide, passer des ajustements. Donc là, j'ai ce fameux compte de clearing bancaire. Alors, hier, j'ai passé une écriture, un transfert d'un compte. Tout simplement, j'ai transféré 10 000 francs suisses d'un compte francs suisse à un compte euro. Donc, forcément, quand on a une comptabilité avec des devises, il se peut que le système ait des petites variations de FX. Donc, j'ai bien 10 000 francs qui ont été pris de mon franc suisse, mais la contre-valeur franc suisse de mon compte en euros, vu que j'ai pas le même FX, était de 10 879. Parce que de nouveau, tout ça, ça vient automatiquement. Donc là, théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir une JV, passer les 8 francs 79 en différence de FX, et puis les comptabiliser. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait développer, c'est simplement un système où je décide de lettrer ces écritures, je valide le lettrage, le système voit automatiquement qu'il y a un solde qui est pas zéro, je décide de la passer avec l'ajustement, et là, je viens simplement dire que ça, je vais le passer dans mon compte de FX, et là, si je reviens et que je vois toutes les écritures, hop, les traits, je vois que les 8 francs 79 ont été passés. Donc là, plus d'ajustements à faire. Ça, on voit que là, il y a un lettrage qui a été fait entre ces deux écritures. Ça, c'est typiquement le genre d'écriture que le bot lettre automatiquement, sans intervention humaine. Autre petite fonctionnalité que j'ai fait mettre en place, c'est par exemple les provisions, hop, 23 000, voilà. Donc là, provision, pareil, je peux afficher les factures qui sont ouvertes. Et imaginons que au mois de janvier, on a payé une partie du bonus. Donc là, je peux simplement dire qu'à la date du 31 ou allez, au 25, 0,25, j'ai payé 5000 francs de bonus. Hop, donc ça m'a passé l'écriture. Je vais aussi aller passer directement les charges sociales, 25 0,1 500. Voilà, et puis après, on va dire que au mois de février, j'ai passé le solde. Donc là, 25, pardon, 25,02.
fait 10 000. Donc là, le système à chaque fois indique le solde qui reste. Valide. Je vais faire pareil pour ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, celui-là. Directement, il, ça me passe mes écritures. Et puis maintenant, je peux décider, hop, de lettrer ces écritures ensemble. Donc, du coup, on a maintenant un solde pour les provisions qui est de 11 500. D'accord? Donc ça, c'est différents outils que j'ai fait développer pour tout ce qui est aide au travail de tous les jours pour en fait gagner du temps, gagner quelques minutes, quelques secondes sur le processing de data. Maintenant, l'autre partie, c'était toute la partie documentation. Donc, comme j'expliquais, transitoire. Donc là, pour l'exemple, j'ai passé exprès quelques transitoires. Donc là, si je vais sur mes rapports hein, et que je prends mon compte de transitoire, donc là, ben, j'ai mon compte de transitoire enfin, mon rapport, il est fait. Donc là, j'ai plus rien à faire. J'ai le montant qui était cumulé à la fin de l'année. J'ai mes périodicités qui ont été faites. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au moment où on a validé la facture. Mon rapport, il est fait. J'ai ma vantation par compte. Donc l'auditeur peut voir que j'ai eu des transitoires pour de l'assurance, pour de l'IT, pour de la maintenance. Donc là, en général, c'est une galère son nom sur Excel. Bah là, je l'ai sorti en littéralement 3 secondes. Ensuite, pareil, hein, pour les provisions, donc ce que j'expliquais, hop, le compte 23 000, il est par ici. Ben, les 11 500, aujourd'hui, je dois les justifier. Et si on va voir le GL, ben, dans mon GL, j'ai tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est que l'auditeur va vouloir juste les comptes qui constituent la provision. Voilà, de nouveau, j'ai fait un petit rapport qui me permet de dire, en livre des soldes ouverts, alors je vais prendre 31 12 25, numéro 23 000, aperçu. Et là, si j'agrandis, hop, ben on va retrouver de nouveau juste nos deux écritures qui constituent le solde des 11 500. Et puis pareil, c'est que si je veux avoir un trending pour les provisions, parce que potentiellement on nous le demande, je vais prendre en 25, provision aperçu, filtre, pardon, oublie un filtre, provision, 23,25, aperçu. Et là, pareil, ben, j'ai mon trending des provisions où je vois que j'avais en début d'année une provision pour les salaires de 15 000 que j'ai extourné sur janvier-février, charges sociales, honoraires, révision, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment pour la partie documentation qu'on peut sortir à un instant X, Y, Z. Et là, ce que j'ai aussi fait, donc là, j'ai un système qui me permet de sortir donc toute la partie hop, reporting. Donc là, ce que je vais faire, c'est peut-être partager mon autre. Est-ce que je peux partager 5 minutes mon écran complet? Donc ici, je vais lancer simplement la génération de mes états. Et là, vous voyez que ça me crée l'un après l'autre tous les rapports qu'en général un auditeur demande. Donc là, je vais retrouver ben, le rapport des passifs transitoires euh, qu'on a sorti tout à l'heure. Je vais retrouver mon actif transitoire, pareil mon rapport, mon justificatif de solde, par exemple pour, je l'ai où? Pour le 23 000, non parce que le transitoire, et non, tu étais à zéro. Voilà, donc là, je vous ai société de test, donc tout compliqué, mais voilà, ça c'est toute l'alias que je sors pour Synergix. Donc tous ces documents ben, sont sortis en l'espace de 5 minutes, et en gros après il faut juste vérifier, s'assurer que les comptes jouent. Donc ça, c'était la partie reporting. Je vais accélérer un petit peu. Désolé, j'ai beaucoup à présenter. La dernière partie, c'est la partie finalement BI. Alors, je vais juste
Juste que je me reconnecte. La partie business intelligence, là, c'est pour exploiter les data, exploiter les données pour Exactement, ouais. mieux piloter l'entreprise. Mobile, hop, approuvé. Voilà. Donc là, c'est vraiment un système. Alors ça, on n'a pas du tout développé. C'est juste un système de BI qu'on a mis en place qui nous permet de créer vraiment du dashboard spécifique. Donc là, c'est un exemple d'un dashboard que j'avais créé pour des ONG qui permettent de jouer en fait avec la data, étant donné que les ONG ont vraiment des problématiques voilà, de suivi des projets, de suivi donateurs, suivi de financement. Ils ont vraiment besoin de savoir où est-ce que chaque franc est dépensé. Et souvent, c'est fait de nouveau sur du fichier Excel dans tous les sens. Et aujourd'hui, ben, avec ce système qui est directement plugué sur la data comptable, ben, n'importe quel client peut simplement venir analyser ses comptes en fonction de ses besoins via ce système. Donc, en gros, là, de nouveau, c'est de la démo, hein, mais c'est pour montrer l'idée, c'est qu'on a potentiellement le plan comptable pour une année donnée avec des projets ou alors des contrats. Donc, tout est regroupé par contrat. La possibilité d'avoir plusieurs versions de budget, un budget initial, budget révisé. Ici, on pourrait imaginer que le client veut juste aller analyser l'année 2024. Donc, hop, il switch juste sur 2024. Tout se met à jour automatiquement. Si par exemple on va analyser le projet BD et puis on va dire le VPF, il peut simplement cliquer sur les deux projets, automatiquement toute la data se rafraîchit. On peut évidemment aller voir le détail des écritures cons- concernant la sélection qu'on a effectuée. Voilà, il a toute la data qui est ici avec la devise originale, le montant, possibilité directement d'exporter sur Excel s'il veut encore faire d'autres traitements, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un tableau qu'on a mis en place. Et évidemment, alors je sais pas si je peux aussi voir celui-là. Si j'ai encore 5 minutes, Christophe? Oui, oui, pas de souci. On Hop, réduira un peu la partie questions-réponses. hop. Mais ça, Donc, ça vaut la peine, ouais, parce que c'est impressionnant, hein, la performance que ça crée là. donc là, c'est d'autres tableaux. Donc là, c'est simplement un tableau plus finance, mais l'idée est toujours la même, mais c'est juste pour montrer les différents styles. Évidemment. Celui-là, il veut pas. Ah ouais, c'est l'effet démo. Allez, les aléas du Ah, live, hein. Il y a toujours. toujours, toujours. Ah, je pense que j'ai mon data hub qui est en train de se rafraîchir. Je vais juste relancer le truc. Ah ouais, c'est en train de se rafraîchir. Faut juste attendre 30 secondes. Ah, c'est bon, on est dans les temps, hein. On est dans les temps. Ouais, On a commencé un petit peu plus tard. voilà. Donc c'était celui-là que je voulais montrer. Je vais directement ouvrir les autres. Ouais, vu qu'on a une grosse masse de data qui se met à jour, on est tombé en pile dans le refresh. Hop, voilà. Voilà, donc là, l'idée, ben, de nouveau, des indicateurs plus spécifiques où le client peut juste venir sélectionner une année, tout se met automatiquement à jour par rapport à l'année, possibilité d'exporter en GL. Voilà, donc ça, c'est vraiment des tableaux basiques qu'on a fait. J'en ai fait des beaucoup plus compliqués. Euh, mais après, de nouveau, ça dépend vraiment du besoin du client. Et pour attaquer la dernière partie, ben, j'ai aussi essayé de ne pas être le coordonné le plus mal chaussé. Je me suis créé beaucoup de tableaux de bord en interne pour faire tous ces suivis. Donc la première partie que j'essaie de suivre parce que j'essaie de voir l'impact que ce que je mets en place a. Donc là, c'est un tableau sur toute la partie automatisation. Donc en fait, j'ai vraiment des statistiques sur qu'est-ce qui est passé automatiquement. Donc là, pour chacun des clients, je sais exactement combien de pourcentage de factures sont passées automatiquement, le temps de saisie sur chacun des clients, parce que c'est des clients qui sont plus compliqués, qui ont des structures plus complexes. Je sais exactement sur chaque fournisseur
quelles sont les factures qui sont passées automatiquement et ainsi de suite. Et idem pour la partie bancaire où j'arrive à voir chaque mois quel est le nombre d'écritures qui sont passées automatiquement ou pas sur un client donné pour une banque donnée. Donc là, on peut voir que chez certains clients, j'arrive à du 87, 67, 79 donc d'écritures qui passent de la banque à la compta validées sans intervention humaine. Après, il y a des clients pour qui c'est plus compliqué parce que soit impossible d'avoir les contrats EBIC, soit les banques ne proposent pas le contrat EBIC. Donc là, on est encore sur du manuel. Mais bref, j'essaie vraiment de suivre ça au maximum. Et ça, c'est de nouveau un tableau de bord que j'ai mis en place euh, pour nous. Euh, pour le suivi au quotidien aussi. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, comme on est multimandat et que le volume arrive automatiquement, ben, au bout d'un moment, on doit être capable de savoir ce qui a à traiter sur quel client. Donc simplement savoir où est-ce que la data est en attente d'approbation. Donc là, pareil, on a mis un tableau de bord, on a un grand écran au milieu de la pièce où on a ça tous les jours. Et là, en fait, on sait exactement quelles sont les factures à valider sur chacun des clients, les transactions bancaires, ce qui est arrivé, depuis quand c'est en attente, quand est-ce que c'est arrivé, si on est en retard, pas en retard, s'il y a une question sur la facture, si la demande a été faite auprès du client, et ainsi de suite. Donc c'est là où on essaie de suivre cette partie-là pour s'assurer qu'on est à jour, en fait, pour nos clients. Là, pareil pour la partie bancaire, je sais exactement sur quelle feuille c'est en attente. On parle le détail des écritures, sur quel client. Là, pareil, si je sélectionne un client, je sélectionne pour un client, je peux voir les écritures spécifiques à valider, voir s'il y a des commentaires, et ainsi de suite. Et puis pour la partie dernier tableau, j'ai fini. C'est la partie productivité interne. Comme j'expliquais, j'essaie d'avoir une vue sur la productivité de mes collègues, savoir où est-ce qu'on perd du temps sur les différents mandats, est-ce qu'on peut améliorer certains processus. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un suivi par pôle de ce genre-là, où je sais exactement ma productivité annuelle, ce que j'ai fait en compta, ce que j'ai fait en RH, la possibilité par personne, ce qui était facturable, non facturable, et ainsi de suite. Et après, j'utilise ces statistiques justement pour prendre mes axes de développement. Donc, comme je dis toujours, c'est que je suis pas forcément Microsoft à avoir des moyens démesurés. Donc, j'essaie de prendre à chaque fois une petite bataille, un petit combat d'économie, savoir ce que je peux améliorer. Et, euh, et voilà, donc j'essaie de faire un tour d'ensemble. J'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti. Bon, Euh, ça va très bien, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout parce que mais voilà. on voit vraiment toute la valeur qui est apportée pour chacune de ces sections de présentation que tu as faites. Merci beaucoup. Et puis, on a déjà une question là dans le chat de monsieur ou madame Dupuis. Euh, alors, il ou elle dit impressionnant et puissant, donc pas vraiment besoin de l'IA du coup. Non, parce que les gens ont pour moi ont tendance à confondre automatisation et IA. C'est qu'aujourd'hui, une API peut permettre d'automatiser, un algorithme peut permettre d'automatiser. Euh, il y a différents stades d'automatisation. Aujourd'hui, moi, j'utilise l'IA par exemple, pour tout ce qui est extraction des données des factures fournisseurs parce que ça permet justement d'avoir une compréhension de la facture qu'il n'y avait pas forcément au préalable. J'utilise aussi l'IA, par exemple, pour le lettrage. C'est ça qui parce qu'en fait, il y a une sorte de compréhension, mais on n'est pas obligé d'avoir de l'IA pour générer et gagner du temps. Pour moi, c'est une fausse idée. C'est par exemple le système de reporting. Il y a rien d'IA, c'est juste du processing métier. Donc, je pense qu'il faut juste faire un petit peu la distinction entre les deux. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire et à mettre en place sans forcément partir dans l'IA. Maintenant, effectivement, l'IA, c'est quelque chose que j'essaie de suivre de près, qui m'intéresse énormément. Et il y a d'autres potentiels à faire, oui. Mais il y a déjà beaucoup à faire sans ça. Hmm. Parce que tous ces, par exemple, les documents que tu génères en 5 minutes, on avait vu, tu as, les rapports pour les auditeurs, par exemple, ou Mm, même pour l'entrepreneur, hein, mm, pour la direction d'entreprise. Euh, donc ça fait gagner un temps énorme à tes équipes, mm. mais aussi pour le client, pour tes clients qui obtiennent l'information
je sais pas, quelques jours après la clôture, quoi. C'est- On essaie, ouais. On essaie après de nouveau, hein, là on est sur une démo. Après, il y a toujours les problématiques humains derrière, le client qui n'a pas envoyé un document, le comptable qui a fait une boulette de saisie ou qui n'a pas respecté un processus. Voilà, je veux pas non plus qu'il y ait une idée qu'on fait tout bien. On essaie de faire au mieux, on essaie d'aller au mieux de ce qu'on arrive à faire. Euh, et j'essaie de partir vers la comptabilité automatisée, donc du moins se concentrer sur la valeur ajoutée de la comptabilité, c'est-à-dire le conseil. Mais il y a encore tellement de facteurs qui nous empêchent d'aller à l'automatisation à 100%. Aujourd'hui, il y a encore des banques, il faut faire les paiements manuels. Ils refusent les payes, ils refusent les bankings. Ça, c'est hyper compliqué. Donc, on est aussi contraint avec l'environnement dans lequel on évolue. Malheureusement, on n'arrive pas à tout faire correct non plus dès le départ. Ouais, parce que tu as des choses qui dépendent pas directement de toi, Exactement. par exemple les banques, etc. Alors, on Mm. a Anthony ou Anto qui nous écrit, qui t'écrit un grand bravo, Jérôme. Merci. Merci beaucoup. Benoît, combien de temps pour alors pardon, combien de temps pour former vos nouveaux collaborateurs? Alors ça, c'est vrai que tu dois intégrer en fait les gens Mm. dans ton système, hein, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai toujours qu'une personne, il faut compter entre 3 et 6 mois pour qu'elle soit vraiment efficiente sur les systèmes. Euh, Après, il y a quand même une grosse partie des choses que je vous ai montrées qui se font automatiquement. Donc, en fait, s'il n'y a pas d'apprentissage, voilà, les factures, quand elles passent tout droit, elles passent tout droit. Les parties des transactions bancaires, idem, quand ça passe tout droit, ça passe tout droit. La partie la plus complexe, c'est peut-être de respecter les processus, par exemple de lettrage, les processus de mise à jour de certaines datas dans un certain format. Et ça, effectivement, on essaie d'avoir une documentation interne, on essaie de faire des formations internes le plus régulièrement possible. Mais il y a des couacs, hein. Je ne vais pas mentir. Il y a toujours des petites boulettes qui arrivent à gauche, à droite. Mais tant qu'elles sont maîtrisées et puis qu'on sait comment ensuite agir, on est bon. Mais ça prend un petit peu de temps, effectivement, pour que les gens prennent aussi en main tous les systèmes parce on a beaucoup, beaucoup de systèmes. Là, je vous en ai montré quelques-uns, mais on en a d'autres, hein. On a toute la partie gestion documentaire, on a la partie de timesheet, on a la partie pour gérer les articles de documentation. Enfin, voilà, on est pas mal poussé sur le côté tech. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la tech, qui n'est pas à l'aise avec la tech, enfin, on ne peut pas travailler ensemble. Ça va pas être possible. Ouais, faut être à l'aise avec les outils digitaux et puis Ouais. à l'évolution permanente pour travailler pour Synergix. D'ailleurs, tu recherches un aide comptable en ce moment, hein, c'est juste. Exactement. On recherche quelqu'un pour venir renforcer nos équipes parce que malgré tout, on a encore besoin de l'humain et on en aura encore besoin, hein. C'est juste que nous, on essaye de, on va dire, fournir un travail qui soit plus intéressant, ou plus à valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui, clairement, saisir des lignes bancaires, même si malgré tout, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que tout ce travail, ça reste les fondations, et là où la fondation de n'importe quel reporting, de n'importe quelle analyse. Quand je vois toujours des personnes qui font des grosses évaluations d'entreprise, bah, ils oublient que tout ça se base sur la comptabilité que la plupart du temps, ils dénigrent. Et si on a une comptabilité qui est mal faite, si on ne respecte pas les périodicités, si les provisions ne sont pas faites, en fait, on a des chiffres qui veulent absolument rien dire pour pouvoir faire ces analyses. Donc, je trouve dommage, d'un côté, il y a une telle valeur ajoutée pour, on va dire, ce conseil à plus forte valeur ajoutée, puis qu'en fait, on dénigre toute la base qui permet de faire ce conseil. Donc, c'est vrai que chez nous, on essaye plutôt de pousser les gens à être sur la partie haute, même si on a encore du travail à faire par rapport à la saisie qui reste encore indispensable. On essaie de l'automatiser au maximum, mais elle reste encore malgré tout présente. Donc, pour voir l'annonce, on peut aller sur ton site ou sur la page LinkedIn de Synergix Mm, notamment pour l'annonce d'un aide comptable que vous recherchez. Alors, mm. il y a plusieurs questions. Alors, un grand bravo pour toutes les choses mises en place. Thibaut B, il a enfin, il y a une éternelle question. En recrutement, quelle place accordez-vous au diplôme et à l'expérience? Euh, Assez grande place. On essaye toujours d'engager des personnes qui ont un bon niveau. Clairement, chez nous, aujourd'hui, on a un processus de recrutement, on va prendre les références, on va tester les personnes, donc l'expérience, clairement.
diplôme, un plus en fonction du poste, hein. Aujourd'hui, on a plusieurs brevetés, on a plusieurs diplômes aussi du côté RH. C'est aussi un gage de qualité euh, dans le domaine. On va pas se mentir, quelqu'un qui a un brevet comptable, il a quand même plus potentiellement de compétences que quelqu'un qui en a pas, même si l'expérience fait aussi, hein, le brevet fait pas tout. Mais après, ça reste encore aujourd'hui le côté humain. Aujourd'hui, on a aussi une philosophie où ce sont nos collègues qui choisissent leurs collègues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui vais imposer. Nous, on va faire un test ou de compétences pour dire, OK, on estime que cette personne est assez compétente pour remplir son rôle. Et ensuite, la personne, elle passe plusieurs heures avec nos collègues, puis à la fin, on s'assoit en cercle et puis on dit, OK, est-ce que vous voulez travailler avec elle? Oui, oui, non, oui, non. Et puis si tout le monde dit oui, on engage. Et si une personne ou deux disent non, on en discute. Et puis on prend pas la personne. Donc, je dirais que j'accorde une importance à l'expérience et au diplôme, mais aussi le côté humain, Hmm. clairement. Faut que ce soit cohérent avec la culture d'entreprise, notamment. Alors, on a une personne alors, qui cherche du travail, donc dans ce cas, je vous invite Ah, à envoyer voir CV. l'annonce. Voilà. Exactement. Euh, Bravo. C'est vraiment impressionnant de la part de Alam. Merci Donc, beaucoup. on se rend compte hein, du travail et puis de la performance justement derrière. Parce que souvent, on a des outils sur le marché qui font très bien une chose, mais c'est difficile d'avoir la cohérence et puis d'avoir le lien entre tous ces Mm, éléments, hein, entre saisie, reporting, mm, périodicité, génération de documents, etc. C'est assez mm. incroyable. Après, ça fait 10 ans que je développe, hein. Enfin, ça aussi que les gens comprennent pas forcément, c'est que déjà, de un, je suis passionné par la technologie et puis j'adore tout ce qui est informatique et je comprends le métier. Et on en discutait tout à l'heure, Christophe, où il y a des personnes qui montent des démos où ils prennent trois factures, ça fonctionne, c'est splitté. Et la réalité, c'est qu'il t'a pris trois factures qui sont hyper simples et qui vont forcément fonctionner pour une démo. Et il n'y a pas forcément de edge case, la facture du transporteur. Moi, j'ai des ONG où le document, c'est un mail. Donc, aller retrouver comment imputer comptablement un mail, où j'ai la facture qui fait 47 pages parce qu'il y a la facture du consultant, il y a l'échange de mails de 12 pages et puis le contrat de 40 pages derrière. Donc, bonne chance à n'importe quel système de réussir à comptabiliser automatiquement ce genre d'éléments. Donc, c'est clair, le but, c'est pas de résoudre le 100%, mais plutôt la masse, clairement. Ouais. Hum, Pas de questions. Alors, je suis impressionné de nouveau par les améliorations mises en Merci place. beaucoup. J'ai travaillé sur Navisio, hein, je pense, Navision, Navision, hein, ouais, BC, et ouais. BC, ouais. Et j'avais de loin pas tout ce dispositif. Bravo et merci, Jérôme, pour cette présentation. Voilà, ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà, et puis des remerciements. Euh, ouais, donc, moi, j'aurais une question pour rebondir sur la partie périodicité, si tu es d'accord. Mhm. Euh, donc, ça veut dire que, en fait, chaque mois, tu peux sortir un compte de résultats en tenant compte aussi justement des transitoires, ce qui est souvent, parce que souvent dans les sociétés où il n'y a pas justement cette automatisation, tu attends la fin de l'année pour faire les transitoires. Chez vous, c'est direct. Euh, alors, est-ce que j'ai un truc test? Donne-moi juste 30 secondes. Il faut juste que je change de société. Alors, effectivement, ça, c'est une deuxième partie que j'ai pas développée parce qu'en fait, on a Yod, Synergix, démo Synergix. C'est pas celle-là. Alors, donnez-moi juste 30 secondes. Ouais, avec plaisir. Synergix. Alors, effectivement, là, je vous ai montré une partie et il y a une autre partie que j'ai pas développée parce que ce qui est l'outil que je vous ai montré au début, démo, Synergix démo. Est-ce que j'arrive à le glisser? Est-ce que j'ai un trending sur celui-là? Voilà. Est-ce que vous voyez Yod? Voilà. Oui. En gros, donc aujourd'hui, tout ce que je vais montrer, c'était vraiment pour de la BI spécifique. Mais aujourd'hui, tous les clients avec qui on travaille ont accès ici à la comptabilité en temps réel. C'est-à-dire que là, ils ont directement les revenus, directement les différentes charges, la possibilité de cliquer dessus pour aller voir le détail des dépenses,
Si là, je descends et puis que par hasard, j'ai une facture, j'ai le document qui est directement attaché. Donc ça, c'est notre outil de day-to-day. En gros, là, je vous ai montré un petit peu tout on va dire le side, tout ce qui se fait en arrière-plan. Mais aujourd'hui, Yod est vraiment l'outil qu'on utilise le plus, qui permet vraiment d'avoir une vision pour le client sur son entreprise. Donc, il sait exactement ce qu'il a à encaisser, ce qu'il a à dépenser. Il a son PNL. Entre deux, on a le bloc. Je sais pas, c'est ça. Donc là, si on est connecté aux banques, on a directement la consolidation bancaire si on est multibanque. Euh, Avec le système de dépôt des factures, on a aussi toute la partie des factures comptabilisées. Donc en fait, le client, il peut directement processer enfin, ses paiements depuis ici. Donc là, il peut dire, OK, ben, la facture, euh, ouais, sa base démo, j'ai pas, attendez. Désolé, les bases démo, elles sont pas forcément toutes à jour. Hop, mais là, voilà, on peut dire que je veux payer cette facture depuis le compte euro ou depuis le compte franc suisse. On peut déterminer qui va faire le paiement. Là, je vais le faire moi. Hop, à partir du 30, je vais générer une demande de paiement et puis automatiquement, hop, ça va créer une payment request. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la possibilité de directement payer depuis ici. Donc d'ici cet été, on aura un bouton payer, puis ça part directement à la banque. Comme ça, le client a accès à ça, il peut directement le voir. Et tout à l'heure, tu parlais des états financiers. Ben, en fait, le client, il se connecte ici. Pardon, autre base des mots. Hop, le client se connecte ici et il a directement tous ses chiffres en live. Et ça, c'est mis à jour toutes les 10 minutes. Donc, à partir du moment où on passe une transaction, ça apparaît ici. Et justement, avec ce système pardon, transitoire ou autre, en fait, on Mm. est tout le temps à jour. Pareil, les immobilisations sont passées automatiquement tous les premiers du mois. Donc, tous les premiers du mois, j'ai toutes mes immobilisations qui sont passées, mes transitoires sont faits. Mm. Clôture, en gros, c'est juste vérifier les écritures, voir s'il manque pas quelque chose, ajuster les provisions si ça n'a pas été fait au préalable. Mais là, le client, il a une vision sur toute son entreprise en temps réel, clairement, oui. Mm. C'est le but, ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est assez incroyable aussi hein, d'avoir l'information en temps réel comme ça. Alors évidemment, il faut attendre quelques jours à la fin du mois pour que toutes les factures soient imputées, mais ça Mm, donne une idée beaucoup plus claire des choses euh, mm, sur l'année, quoi. Pas attendre mm. la fin de l'année pour avoir une situation Exactement. économique qui reflète vraiment la réalité. Ben, Donc, ça revient au combat cash accounting versus crude accounting. C'est que ouais. là, pour moi, il y a quelqu'un qui veut gérer. Ben, je pense toujours l'exemple, ce qui s'est passé pendant Covid. Hein. Pendant Covid, Covid est arrivé. La première question, c'était quel est mon cash et puis quels sont mes engagements? Est-ce que je vais tenir 6 mois? Et là, ben, les clients avaient leur réponse immédiatement. Ils avaient toute la data et même si on devait faire des projections, on avait au moins une base qui tenait la route dès le départ. Il n'y avait pas besoin d'attendre 3 semaines pour obtenir une information. Et on est vraiment dans ce modèle où on essaie de comptabiliser les banques tous les matins. Les factures, elles sont comptabilisées sous 24 à 48 heures pour être au plus proche de la réalité économique de la société. Mm. Ouais. Ah non, c'est très, très, très impressionnant. Est-ce qu'il y aurait encore une question peut-être dans le chat ou même de vive voix, hein, c'est possible aussi. Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors moi, j'avais encore une question, mais Vas-y, qui vas-y. qui m'échappe maintenant. Ah oui, c'était pour la personnalisation. Tu disais, pour chaque client, vous allez paramétrer des choses en fonction de leurs besoins. Hmm. Euh, ça peut générer aussi de la comptabilité analytique ou pas, par exemple, Ah, si ah tu oui, bien sûr. Ah oui, clairement. Comptabilité analytique, comme dit, on s'occupe beaucoup d'ONG. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 5, 6, 7, 8 axes analytiques sur certains clients. Mm, Et clairement, notre force, c'est l'analytique, parce que tout ce que je vous ai montré ici est basé sur la compta et la comptabilité analytique. mm. Je sais pas si je... Donc, tu peux sortir un compte de résultat par produit ou tu Ah disais par donateur. ouais, ouais, Ouais. clairement. Là, par exemple, là, bah, justement, c'est la base test que j'ai fait. On a toute la partie axe analytique où là, j'ai créé vite fait bureau et puis département.
Et sur chacune des écritures, on va justement faire comme j'ai montré sur Yod, allouer soit sur Genève, soit sur l'IT, Mhm. la finance. Et ensuite, grâce à Click, c'est là où on peut justement aller dire, OK, ben, je veux du projet 1, du contrat 2. Et c'est ce qu'il y avait sur la partie droite. Donc là, si je reprends toute la partie, si je essaie de rouvrir, voir s'il n'y a pas un souci. Ça prend juste quelques secondes d'ouvrir la première fois. Tac. Donc, toute la partie ici, on est vraiment sur de l'analytique. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la nature des comptes, compte 47 000, 57 000, 82. Mais ça, c'est de l'analytique. C'est de Mhm. l'analytique pure et dure. C'est-à-dire qu'en fait, sur chacune de ces écritures, par exemple, là, si je prends celui-là, par exemple, puis en 2024, et que je vais voir le détail de l'écriture, on a toute la notion analytique. Donc là, on voit qu'il y a le contrat, le projet, et ainsi de suite. Et Mhm. c'est justement ça qu'on modifie pour chacun des clients. Aujourd'hui, j'ai Ouais. une structure analytique où je pense que j'ai 20 ou 30 axes par défaut qu'on peut attribuer aux différents clients qui sont dans le modèle de data. Donc, quand tu accueilles un nouveau client, quand tu fais l'onboarding, il y a un setup qui se fait en Oui, fonction de ses besoins, où vous dites, voilà, exactement. moi, je veux avoir des chiffres par, je sais pas, ligne de produit, par région, et puis ça peut après encore Exactement. mixer les dimensions. Ouais, Et vous faites ce conseil-là, ça fait partie en fait de la prestation oui, pour le démarrage. exactement. Alors après, on essaye de faire les choses au plus simple. Mais oui, on a un workshop analytique. Après, pour certains Mhm. clients, c'est assez simple, hein. Ils ont département et puis c'est deux départements. Mais on Mhm. essaye plutôt du côté NG, d'aider les gens parce que je me rends compte qu'il y a une réelle problématique de mécompréhension de l'analytique où les gens essayent de faire une sorte d'analytique linéaire où on accumule projet A, thématique B et puis activité C sur un seul axe. Et en fait, si on veut faire, par exemple, analyser la thématique A, il faut faire la somme de tous les codes qui contiennent enfin, la thématique A. Si on veut l'activité C, ben, faut faire la somme de tous les codes. Et en fait, moi, je suis plutôt sous forme matricielle où Mhm. on a un contrat, c'est un axe, une Ouais. thématique, c'est un axe, et puis l'activité, c'est un axe. Comme ça, après, on peut faire des analyses cross-projet ou cross-activité. On peut dire, voilà, ben, qu'est-ce que m'a coûté mon activité C dans tous mes projets? Et ça, si on ne fait pas une matrice analytique, on ne peut absolument Mhm. pas le faire. Donc, Ouais. on a ce côté conseil par rapport à ça. Incroyable. Euh, alors, je profite parce que il y a... Ah si, il y a une question. Je poserai peut-être une dernière question si on a encore le temps. Est-ce que, alors de Benoît, à nouveau, est-ce que vous proposez votre plateforme à d'autres fiduciaires? C'est intéressant du point de vue stratégique. Avez-vous fait des petits? Alors, oui, Yod, donc cette plateforme-là, on l'a présentée il y a une dizaine d'années, parce qu'il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on la développe, hein. On l'a présentée il y a 10 ans à 35 fiduciaires sur la place de Genève. On nous a un petit peu fait comprendre que ça servait pas à grand-chose. Et nous, on s'en sert tous les jours. Donc maintenant, oui, on essaye de le pousser. Avant, j'avais pas forcément un produit qui était aussi abouti qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la volonté. Alors, de nouveau, c'est pas un système comptable. Et ça, c'est vraiment quelque chose. J'essaie d'insister là-dessus. C'est vraiment une interface. J'essaie vraiment de le placer comme une interface entre le client et la fiduciaire. Parce que la problématique, c'est que souvent, les fiduciaires essaient de pousser les clients sur un système comptable. Mais un système de comptable, ça reste un outil métier. C'est barbare pour les personnes qui sont pas du métier. Donc, on a essayé de faire quelque chose de simple, mais qui permet d'aider des deux côtés. Et là, on est en train de se connecter à différents systèmes. Donc aujourd'hui, on est connecté à Business Central. On va essayer de se connecter petit à petit à d'autres systèmes où le but, c'est vraiment de pouvoir enfin, laisser la fiduciaire choisir son propre outil de travail sans en imposer un et puis pouvoir quand même offrir l'interface au client. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des personnes qui développent des plateformes comme la nôtre partent plutôt dans la voie d'imposer un système comptable. Ou voilà, ils refont tout un système comptable. Il y a Vexio, il y a Sequence, il y en a plusieurs. Mais ça demande à la fiduciaire de changer complètement leur processus interne. Et moi, c'était plutôt d'essayer de mettre quelque chose entre les deux pour faciliter. Mhm. Ouais, donc tu as maintenant la partie fiduciaire ben, que tu gères avec tes propres clients, avec tes propres systèmes, et puis IOD que tu mets à disposition
euh, des fiduciaires avec une flexibilité que d'autres outils n'ont pas. Mm, mm. Génial. Et pour répondre à une des questions, oui, enfin, l'interface IOD, à partir du moment où vous avez un système comptable qui peut se connecter ou soit importer des XML, soit une API, c'est connectable. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait parce que quand on a des clients, on a un client, ils sont une trentaine, quarantaine, ben, en fait, ils utilisent IOD comme interface. Donc ils ont différents départements qui viennent déposer des factures sur le système. Et ensuite, c'est exporté directement dans le RP. Donc oui, ça peut aussi être mis en place pour une société, Mhm. clairement. Ouais. Alors, si tu as encore une minute, peut-être Oui, bien sûr, avec une ou deux plaisir. minutes, je profite de poser ma question parce qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, Toi, au niveau du futur, donc tu dis, tu as toujours des améliorations. On a Mm. parlé d'IA, par exemple. Est-ce que toi, tu vois un potentiel ou est-ce que c'est un peu, tu vois, en vision à moyen long terme, l'utilisation de toutes ces datas pour formuler, ben, par exemple, des rapports automatiquement avec du Ah style oui, IA générative ou alors identifier des points d'alerte ou clairement. du conseil en disant, ah, si vous faisiez ça, ben, peut-être que Mm. l'entreprise, elle pourra avoir un meilleur impact dans X mois, par exemple. Euh, Ah oui, clairement. C'est clairement des voies que j'essaie d'explorer à ma hauteur, enfin à mon niveau, parce que nous, je suis pas un expert IA, j'adore juste ça, je le suis de près. Mais ce que je vois, ce que j'arrive à faire à mon niveau, n'étant pas un expert, ça va être assez phénoménal dans les prochaines années. Après, il y a toujours la problématique, c'est que ça reste de la donnée sensible et les gens n'ont pas forcément envie que la data parte n'importe où non plus, hein. On a vu là dernièrement DeepSeek qui arrive fortement, mais si on lit les petites clauses, tout est retenu et ainsi de suite. OpenAI, il y a aussi des clauses, mais après, il y a la possibilité d'utiliser OpenAI sur Azure, qui est de toute façon là où on est, étant donné qu'on a Business Central, donc c'est au même endroit, mais ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il y a un avenir, il faudra juste peut-être mettre un cadre à tout ce qui est data. Et puis pas Mhm. après envoyer tout et n'importe quoi. Avec tous les Ouais, tests que je les fais sur ma propre data. Voilà, c'est la mienne, donc j'en fais ce que je veux. Mais c'est vachement intéressant. ouais. C'est vachement intéressant. Et puis je pense que les gens sous-estiment parfois de ce que c'est capable de faire. Et les fiduciaires, ben, qui sont déjà en avance, comme la tienne, par exemple, du point de vue technologique, ils vont pouvoir être plus ouverts à intégrer ce genre de technologie. Donc, c'était plutôt bien positionné, en fait, pour... Ben, j'essaye, j'essaye, mais nous, ça reste compliqué parce qu'en fait, ça bouge tellement vite, ça bouge Mhm. tellement tous les sens. Tous les 3 jours et demi, il y a 50 Ouais. nouvelles apps qui sortent. Après, est-ce qu'on part sur du no-code ou du low-code avec du N8N là? Ou alors est-ce qu'on part directement sur l'utilisation des frameworks en direct en codant? Puis après, il faut poser la bonne structure, toute l'architecture. Enfin, ouais, il y a pas mal de questions à soulever. Puis après, finalement, on va se retrouver avec plus d'informaticiens que de comptables. Oui. Ouais, c'est pas vraiment le but non plus. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir partagé tes outils, ton expérience, ta vision. Et bah, ça apporte énormément de valeur bah, à notre communauté. Donc, merci beaucoup encore Ben, pour ton j- temps. C'est très, très j'espère, apprécié. j'espère avoir répondu aux attentes, surtout. Oui, clairement, clairement. Donc, bah, alors, on va prendre congé. Donc, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.